Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, nous allons voir au cours de ce cours les modalités d'évaluation du traitement par pression positive continue, aussi bien au cours de l'autotitration à domicile que après la prescription définitive du traitement. Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, nous allons voir dans ce cours les moyens d'évaluation du traitement par la pression positive continue, aussi bien au cours de l'autotitration à domicile que après la prescription de la pression positive continue. Comme on l'a vu l'autre fois, l'évaluation du traitement par PPC va se faire selon la règle 3M, le malade, la maladie et la machine. L'évaluation du traitement par PPC va se faire au cours du suivi du traitement à court terme, c'est-à-dire 1 à 5 mois, et donc il va comprendre la première partie de l'autotitration à domicile et le suivi du traitement à long terme, c'est-à-dire plus de 5 mois. Quels sont les principaux problèmes à régler lors de la consultation initiale ou du suivi du traitement par PPC? Tout d'abord, pour le malade, c'est essentiellement l'observance, l'intolérance et les effets secondaires. Concernant l'observance, il est recommandé d'utiliser tous les moyens disponibles pour obtenir une observance maximale avec une durée minimale de 3 à 4 heures par nuit, 70% des nuits, avec un niveau de preuve grade B. Pour le diagnostic du défaut d'observance, on va tout d'abord se baser sur l'interrogatoire. On va poser la question, tu utilises combien de nuits par semaine la machine et combien d'heures par nuit et quelle partie de la nuit s'il utilise de manière incomplète l'appareil. Deuxième chose, on va se baser aussi sur la machine avec le rapport détaillé de la machine qui va nous renseigner sur les observances internuit en précisant le nombre et le pourcentage de jours d'utilisation et observances intranuit en précisant la durée moyenne d'utilisation dans chaque nuit. On revient aux patients pour réévaluer l'acceptation. On sait que dans la littérature, 80% des patients vont accepter le traitement. Donc il faut renforcer l'acceptation par l'information, l'éducation et la communication. Il faut aussi évaluer les facteurs influençant l'observance pour agir sur ces facteurs et pouvoir améliorer l'adhésion du patient. Il existe dans la littérature des facteurs prédictifs d'adhésion à la PPC et d'autres négatifs d'adhésion. Et donc, ces différents facteurs doivent être analysés. Tout d'abord, ceux qui sont prédictifs d'adhésion à la PPC sont la sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil en termes de somnolence et en termes d'index d'apnée-hypopnée. Deuxième élément, la perception du bénéfice du traitement. Les facteurs prédictifs négatifs d'adhésion sont l'absence de somnolence et de bénéfices perçus du traitement, l'existence des effets secondaires de la PPC qu'on va voir par la suite, le fait que le patient a subi une uvulopharyngoplastie, l'existence d'une obstruction nasale, l'existence d'une claustrophobie. Donc ces éléments négatifs d'adhésion, on peut agir sur ces éléments-là pour améliorer l'observance. L'observance rapportée dans les études les plus anciennes était celle déclarée par les patients. Elle se situe entre 50 et 85% du temps total de sommeil. Les études concernant l'observance réelle obtenue à partir des relevés d'observance de machine ne tient compte que du temps pendant lequel le masque est en place. Ces études montrent que les patients surestiment leur durée d'utilisation de la PPC. Plusieurs méthodes sont proposées pour améliorer l'observance dans une publication dans la revue Chest. Tout d'abord, l'éducation thérapeutique du patient, on a insisté sur ça auparavant, l'implication du conjoint, la mise en place du traitement au cours d'une hospitalisation dédiée à cela, l'intervention rapide en cas de problème, la correction sans délai des effets secondaires, la communication au patient du relevé d'observance, un suivi précoce puis régulier par le médecin prescripteur et le prestataire. L'éducation nécessite une stratégie particulière et l'éducateur doit être convaincu pour convaincre. Donc il existe une éducation minimale par le prescripteur et par le prestataire. Une éducation technique est sans doute nécessaire. Les techniques modernes telles que la télémédecine pourraient
améliorer et contribuer à une meilleure éducation avec l'utilisation d'une approche comportementale. Un élément important qui peut être une cause importante d'inobservance, c'est l'intolérance au traitement. Il faut corriger sans délai les effets secondaires. Il n'y a pas d'incidence fiable des différents effets indésirables, mais il y a généralement peu d'effets indésirables sévères. Il existe tout d'abord des effets indésirables mineurs, tels que les effets nocturnes, les intolérances vis-à-vis du masque, la rhinite et la rhinorrhée, la sécheresse nasale et buccale, l'irritation et ou la sécheresse oculaire. La sécheresse des muqueuses est souvent liée soit aux fuites au masque ou à l'ouverture de la bouche. La gêne peut être due aussi au bruit de l'appareil, et donc il faut choisir des appareils avec faible bruit. Les lésions cutanées sont dues généralement à un contact trop appuyé du masque sur la peau du visage et en particulier sur l'arête du nez. La congestion nasale et la rhinorrhée sont souvent liées à l'air froid et sont aggravées par les fuites. Les douleurs peuvent être dues soit au contact du masque, soit au contact du harnais. Et la conjonctivite est souvent liée aux fuites. Nous allons voir maintenant les principaux effets secondaires et les interventions qu'on peut faire pour les régler. Tout d'abord, l'intolérance à la pression, c'est souvent lorsque on va utiliser des pressions fortes. Et dans ce cas-là, on peut proposer d'allonger la rampe pour favoriser l'endormissement. Utiliser différents modes de pression PPC, donc une PPC flexible ou un double niveau de pression, autopiloté, autre algorithme. On peut réduire la pression de façon temporaire et tolérer un IH résiduel plus élevé. D'autres mesures peuvent être proposées, telles que surélever la tête du lit, dormir en décubitus latéral, la perte du poids. Deuxième effet secondaire lié au réglage de pression, l'aérophagie. Et là, on va proposer de réduire la pression, utiliser un double niveau de pression ou utiliser le mode flex dans la PPC. Deuxième groupe d'effets secondaires, ceux qui sont liés au masque. L'effet secondaire qui va poser le plus de problèmes, c'est les fuites. Tout d'abord, les fuites liées au masque. Et donc, ce cas-là, il faut vérifier le type et la taille du masque et la qualité de l'ajustement du masque par le patient. Et ça nécessite une éducation. Deuxième type de fuite, les fuites à la bouche. Et dans ce cas-là, on peut proposer de traiter un obstacle nasal évident, de traiter une congestion nasale éventuelle, humidifier le circuit, utiliser un masque facial ou une mentonnière. Troisième élément lié au masque, les blessures cutanées. Et là, on peut proposer de réduire le serrage, alterner différents types de masques, utiliser des embouts narinaires ou appliquer des protections cutanées telles qu'un pansement colloïdeux. Vous avez ici une patiente qui a présenté une allergie au masque avec les blessures cutanées. Troisième groupe d'effets secondaires, ce sont les effets secondaires nasobuccaux. Tout d'abord, la sécheresse buccale. On propose d'utiliser un masque facial ou une mentonnière, de réduire les pressions en changeant de type de PPC, en utilisant le mode flex, autopiloté ou autre algorithme. La congestion et l'obstruction nasale, on va utiliser un masque facial. On peut utiliser aussi les stéroïdes nasaux, les décongestionnants, ou des lavages à l'eau salée. Ces lavages à l'eau salée, on peut les utiliser aussi en cas d'épistaxis. En cas de rhinorrhée, on propose du bromure, d'ipratropium nasal. Et en cas de douleur nasale, on va utiliser l'humidificateur chauffant. Enfin, certains effets secondaires plutôt psychiques ou comportementaux. Tout d'abord, la claustrophobie. Et là, on propose d'utiliser des embouts narinaires au lieu d'utiliser un masque nasal ou un masque facial. Et en associant à ça, la thérapie comportementale. Deuxième possibilité, le retrait involontaire du masque par le patient. Et là, il y a la possibilité d'activer une alarme de basse pression pour réveiller le patient et remettre le masque. Ou on peut aussi augmenter la pression comme élément d'intervention. Pour le malade,
lorsqu'on évalue l'observance, l'intolérance et les effets secondaires, et en cas de refus ou intolérance non corrigée et tendance à arrêter la PPC, malgré l'indication formelle d'une PPC, on peut proposer une orthèse d'avancée mandibulaire. Après le malade vient la machine avec deux problèmes principaux à régler, le dépassement de la pression maximale fixée et l'IH résiduel. Tout d'abord, le dépassement du seuil maximal fixé. Le diagnostic va se faire lors de la lecture du rapport de machine et au niveau du graphique de pression, on va noter un plateau de pression qui témoigne du dépassement de la pression maximale qui était fixée. Et ceci, on peut le quantifier en pourcentage de nuit avec plateau. Une fois le diagnostic de dépassement du seuil maximal fait, il faut analyser la cause possible. Et pour cela, on va tout d'abord analyser la variabilité internuit. Et s'il y a une grande variabilité internuit, voir la corrélation avec la variabilité de la durée du sommeil. Et ceci, on peut l'approcher par le graphique d'observance. Plus on dort mieux, plus il y a une possibilité d'événement, surtout chez les patients qui ont un SAOS qui est lié au REM. Et donc là, il faut revenir à la PSG diagnostic pour voir le caractère du SAOS. Deuxième chose qu'il faut analyser, la variabilité intranuit. Et donc là, il faut exiger des graphiques d'une nuit entière pour voir le comportement de la pression dans la seconde moitié de nuit où il y aurait plus de REM, ou bien est-ce qu'il y a une variabilité du plateau de pression dans toute la nuit, et là on peut suspecter la variabilité avec la position et toujours revenir à la PSG diagnostic pour voir le caractère lié à la position ou non. Troisième élément qu'il faut analyser, c'est la corrélation avec le degré de fuite. La pression va augmenter pour s'adapter aux fuites. Et ceci, on peut l'analyser en faisant une corrélation entre l'augmentation des fuites et le plateau de pression. Quatrième élément, analyser les conséquences sur l'efficacité. Et l'élément d'efficacité du rapport de machine, c'est l'IH résiduel. Est-ce que la pression et le plateau de pression s'accompagnent d'une augmentation du l'IH de manière parallèle? Dans cet exemple, on voit bien que dans le graphique de pression d'une nuit entière, le plateau de pression se situe plus dans la deuxième moitié de nuit. C'est un patient qui aurait un SAOS lié au REM. Comment corriger le problème? Tout d'abord, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Et s'il y a des fuites importantes, voir les conduites à tenir devant des fuites. Mais si les fuites sont acceptables, il faut augmenter la pression maximale. Après la conduite à tenir devant un dépassement de la pression maximale, quelle est la conduite à tenir devant un IH résiduel? La valeur limite de l'IH résiduel est 10 par heure en polysomnographie. En auto-PPC, lorsque l'IH est inférieur à 4, ça témoigne d'un traitement efficace du SAOS dans plus de 90% des cas. Un IH supérieur à 11 est en faveur d'un index d'IH résiduel pathologique dans plus de 90% des cas. Dans ce cas-là, on va tout d'abord vérifier au niveau du rapport de machine l'observance et sa corrélation avec la tolérance du patient, les fuites et leur corrélation avec l'IAH et corriger éventuellement ces fuites, voir conduite à tenir devant des fuites, et voir aussi si l'IAH résiduel contient des apnées centrales. Deuxième chose à vérifier, c'est la maladie. Et vérifier est-ce qu'il y a une efficacité clinique sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il faut relire la polysomnographie et vérifier est-ce que le patient avait des apnées centrales ou bien des apnées mixtes à grande part centrale. Ce patient, s'il présente des apnées centrales
Un chiffre significatif dans le rapport du PPC, c'est qu'il s'agirait probablement d'un SAS complexe. Dans ce cas-là, une titration manuelle ou une auto-titration surveillée avec enregistrement polysomnographique s'impose. L'objectif, c'est de rechercher est-ce que le patient sous PPC présente un SAS complexe, est-ce que le besoin de pression est élevé chez ce patient-là, ou bien est-ce qu'il ne s'agit pas d'un problème technique de la machine. Troisième problème à régler, le problème lié à la maladie et tout particulièrement le problème de la somnolence résiduelle et des comorbidités. Ceci revient à évaluer l'efficacité de la PPC sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. C'est une évaluation essentiellement clinique basée sur l'interrogatoire avec une évaluation de la satisfaction globale du patient, son ressenti des symptômes et est-ce qu'il y a une amélioration de ces symptômes et les données concernant les comorbidités. On va utiliser quelques questionnaires pour le suivi. Tout d'abord, les PWART pour la somnolence diurne excessive, le score de Pichot pour la fatigue, les scores de dépression et d'anxiété, le Hamilton, le HAD, ou bien les autres signes cliniques et particulièrement l'analyse de la qualité de vie du patient. Une surveillance particulière se fera selon le contexte, particulièrement chez certaines professions à risque telles que les conducteurs. Tout d'abord, il faut rechercher est-ce qu'il existe une somnolence diurne excessive résiduelle. Cette étude de l'Agency for Healthcare Research and Quality de 2011, qui a pris 14 études dans lesquelles on a comparé la PPC à un groupe contrôle, c'est une méta-analyse basée essentiellement sur les données de l'Epworth. Dans cette méta-analyse, on a démontré qu'il y a une amélioration significative de la somnolence diurne excessive en faveur de la pression positive continue. À titre informatif, la valeur de l'Epworth moyen final dans les études était comprise entre 5 à 10 dans le bras PPC versus 6 à 13 dans le bras contrôle. Les données de la littérature montrent que la PPC diminue le score de somnolence d'Epworth de façon plus importante que le placebo. Et cet effet est d'autant plus important que le SOUS est sévère avec un indice d'apnée-hypopnée élevé et avec un score de somnolence d'Epworth élevé. La PPC ne diminue pas le score de somnolence chez les patients avec un indice d'apnée-hypopnée compris entre 5 et 14 événements par heure d'après une analyse en sous-groupe réalisée par le National Coordinating Center for Health Technology Assessment. Avant d'entamer l'enquête étiologique concernant la somnolence diurne excessive résiduelle, pour vérifier est-ce qu'il s'agit réellement d'une somnolence diurne excessive ou un problème de fatigue, parce qu'il y a une grande confusion entre la fatigue et la somnolence. Dans la fatigue, c'est plutôt une réduction des capacités physiques ou cognitives sans endormissement et qui n'est pas calmée par le fait de dormir. Par contre, dans la somnolence diurne excessive, il y a une tendance à trop s'endormir. Cette confusion est fréquente chez les patients atteints de dépression, du syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie. Et donc la première étape, c'est de revoir le remplissage du score. Est-ce que le patient dort dans la journée ou reste allongé sans forcément dormir? Et revoir les items et les comparer par rapport au remplissage du score d'Epworth lors de la consultation diagnostique. Une fois qu'on s'est assuré cliniquement qu'il s'agit bien d'une somnolence diurne excessive résiduelle, on va commencer notre enquête étiologique. Tout d'abord, au niveau du malade, vérifier et corriger l'observance. Est-ce qu'il y a un problème de tolérance et particulièrement est-ce qu'il n'y a pas d'effets secondaires? Vérifier l'hygiène de sommeil et devant le moindre doute, demander un agenda du sommeil. Au niveau de la machine, vérifier si le patient ne présente pas d'IH résiduel, il n'y a pas de fuite. Après avoir éliminé et corrigé ces problèmes, il faut démarrer une enquête étiologique de la somnolence diurne excessive résiduelle. L'enquête étiologique préliminaire va tout d'abord chercher la notion de prise médicamenteuse
Vérifier l'hygiène de sommeil, et particulièrement s'aider d'un agenda de sommeil et corriger un éventuel trouble de cette hygiène. Vérifier la notion de dépression et éventuellement s'aider d'un avis psychiatrique. Et enfin, revoir le tracé de polysomnographie s'il a été déjà fait. Sur le tracé de polysomnographie, on va vérifier s'il y a un indice de micro-élevé très élevé qui est expliqué par d'autres troubles du sommeil, en particulier les mouvements périodiques de jambes. Chercher des éléments compatibles avec une dépression, tels qu'une latence du REM qui est pathologique. Chercher des éléments compatibles avec d'autres diagnostics et d'autres troubles respiratoires du sommeil, tels qu'une hypoventilation nocturne, ou autres causes d'hypersomnie rares, telles que la narcolepsie. Si cette enquête étiologique préliminaire est négative, pensez à des étiologies nécessitant une consultation spécialisée de sommeil, telles que la narcolepsie, en recherchant éventuellement des accès de sommeil incoercible et vérifier la notion de cataplexie. Rechercher une hypersomnie idiopathique et la suspecter devant un temps de sommeil très allongé et avec des notions d'ivresse de sommeil. Et éventuellement chercher avec le questionnaire de sommeil et vérifier les autres troubles du sommeil. Au centre de médecine de sommeil, l'enquête étiologique de la somnolence diurne excessive résiduelle continue, suivie d'une polysomnographie sous PPC, qui est suivie le lendemain de tests itératifs de latence d'endormissement. La polysomnographie permet d'objectiver les micro-éveils résiduels et de les expliquer, éventuellement par des mouvements périodiques de jambes. Elle permet aussi d'objectiver un IH résiduel. Et le test itératif de latence d'endormissement va confirmer la somnolence diurne excessive résiduelle et va chercher éventuellement une narcolepsie sans cataplexie. Toujours au centre de médecine de sommeil, après une enquête étiologique négative, on va retenir une somnolence diurne excessive résiduelle post-PPC et le malade sera mis éventuellement sous un traitement éveillant type modafinil. Toujours dans le cadre de l'évaluation du traitement par la pression positive continue, on était dans la maladie, on a vu l'effet sur la somnolence diurne excessive et le problème de somnolence diurne excessive résiduelle. Il y a d'autres effets de la pression positive continue possibles, en particulier sur la qualité de vie et les fonctions neuropsychologiques. Et dans les cliniques évaluant l'effet de la pression positive continue sur la qualité de vie sont hétérogènes parce qu'il y a une multiplicité des échelles de qualité de vie utilisées et une multiplicité des critères de jugement. Une méta-analyse explorant spécifiquement l'effet de la PPC sur les fonctions neuropsychologiques a été identifiée et a mis en évidence un effet de la PPC sur l'attention en plus de l'effet sur la somnolence. Nous avons vu les modalités d'évaluation du traitement par PPC qui sont applicables aussi bien au niveau de la période d'autotitration qu'au niveau du suivi à moyen terme qu'au niveau du suivi à moyen et à long terme. En plus de la règle des 3M applicable aussi dans le suivi à moyen et à long terme, il existe certaines particularités concernant l'efficacité du traitement par PPC sur la maladie et ses conséquences. Il est important d'évaluer à moyen et à long terme l'effet de la PPC sur les principales comorbidités. Tout d'abord, l'hypertension artérielle. La PPC améliore les chiffres tensionnels systoliques et diastoliques au moins à moyen terme. La PPC agit sur les événements cardiovasculaires pour les réduire chez les patients non somnolents ayant un SAOS avec un IH supérieur ou égal à 20 événements par heure. Elle agit aussi sur l'insuffisance cardiaque. En effet, le traitement par PPC améliore la fraction d'éjection du ventricule gauche au moins à court terme et il a un effet sur la prévention du diabète. Le traitement par pression positive continue pourrait diminuer la résistance à l'insuline chez des patients non diabétiques. En plus des effets sur les comorbidités, les données de la littérature montrent que le traitement par PPC diminue le risque d'accident de la route chez les patients avec SAOS modéré à sévère, avec un indice d'apnée-hypopnée supérieur à 20 événements par heure et somnolent
lorsque le score de somnolence des portes est supérieur à 12. Ces effets à moyen et à long terme sont très liés à l'observance. En effet, l'effet bénéfique de la PPC sur la survenue d'une hypertension artérielle ou un événement cardiovasculaire chez les patients non somnolents qu'on a vu tout à l'heure n'a été observé que dans le sous-groupe de patients dont l'observance était au moins égale à 4 heures par nuit. L'amélioration clinique de manière globale, aussi bien sur la somnolence diurne excessive que sur les comorbidités, en particulier l'hypertension artérielle, est très corrélée à la durée d'utilisation. C'est ce que montrent 3 méta-analyses disponibles qui contiennent 2877 patients avec 58 études randomisées retenues. Ces méta-analyses montrent qu'il existe une observance minimale en dessous de laquelle le bénéfice clinique disparaît ou devient insuffisant. L'étude de l'EVRA de 2007, qui est une cohorte prospective comprenant 275 patients suivis pendant 6 ans, montre une augmentation du risque de complications cardiovasculaires en deçà de 3 heures d'utilisation par nuit. À moyen et à long terme, en plus des problèmes qu'on a vus dans l'évaluation du traitement par PPC, il y a des problèmes additionnels à régler. Tout d'abord, chez le malade, il faut renforcer l'observance et la tolérance. Deuxième élément, au niveau de la machine, régler le problème technique avec le prestataire, en particulier le problème de changement de masque et le problème d'entretien de la machine. Et pour la maladie, évaluer l'efficacité sur les comorbidités existantes en coordination avec les spécialistes concernés. Il faut aussi évaluer l'apparition de comorbidités aussi bien par la clinique que par les examens complémentaires, particulièrement en recherchant un syndrome métabolique ou la survenue d'événements cardiovasculaires. Faut-il faire au cours du suivi un enregistrement de contrôle? Dans son rapport d'évaluation technologique en 2012, Place et conditions de réalisation de la polysomnographie et de la polygraphie respiratoire dans les troubles du sommeil, le HAS formule les recommandations suivantes. Pour le suivi des traitements à court terme, 1 à 5 mois, il est indiqué de réaliser systématiquement une polysomnographie ou une polygraphie respiratoire sous PPC afin d'évaluer l'efficacité des traitements du SAOS à court terme. L'utilisation de la polygraphie respiratoire est conditionnée à l'existence d'un sommeil habituellement non fractionné et à l'absence d'autres troubles du sommeil. Et c'est l'intérêt des techniques récentes d'évaluation telles que la technique d'évaluation des mouvements de mâchoire ou la Z-machine. Pour le suivi des traitements à long terme, c'est-à-dire plus de 5 mois, le suivi à long terme des traitements à l'aide d'une polysomnographie ou d'une polygraphie respiratoire n'est nécessaire qu'en cas d'apparition d'événements intercurrents pouvant influer sur l'efficacité thérapeutique, tels qu'une modification possible de la maladie, une augmentation du poids, une diminution de l'efficacité du traitement, telle que la réapparition de la somnolence diurne excessive, ou bien l'apparition, aggravation d'une comorbidité, surtout cardiovasculaire, ou la mise en place d'un traitement additionnel. En conclusion, la PPC est et demeurera probablement encore quelques années le traitement de référence du SAOS. La fréquence croissante de cette affection dont le diagnostic est encore largement sous-estimé devrait conduire à une augmentation de son utilisation. L'efficacité de cette thérapeutique sur la somnolence, symptôme principal de cette maladie, est incontestable. Même si des progrès techniques notables ont été accomplis, la tolérance de ce traitement instrumental pose un problème chez un nombre important de patients. Le défi principal des spécialistes de cette affection envers leurs patients sera de leur faire accepter et supporter la pression positive continue. Et pour cela, une approche multidisciplinaire et interprofessionnelle est nécessaire. Si la PPC reste le traitement le plus efficace du SAOS et l'utilisation d'appareils de plus en plus sophistiqués assure une meilleure qualité de traitement, ça n'empêche pas de faire une évaluation satisfaisante de la thérapeutique. Et attention, on ne peut pas demander à la PPC de tout traiter.